Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'affaire, une heure pour parler de l'actualité judiciaire, une émission en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles, dont nous avons la chance de recevoir le rédacteur en chef Victor Bonjour Lefebvre. Stéphane Simon. Bonjour Jade Serrano également, journaliste spécialiste d'investigation. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour. Et Jean-Marie Bordry, la voix des matinales du week-end sur Sud Radio. Bonjour mon cher Stéphane. Ah voilà, nous avons la chance également de recevoir aujourd'hui une autre voix des matinales, Muriel Réus. Bonjour Stéphane. On la connaît bien sur Sud Radio puisqu'elle anime la force de l'engagement et puis vous êtes également présidente et fondatrice de l'association de lutte contre les violences conjugales Femmes avec. Et nous accueillons maître Isabelle Steyer. Bonjour, avocate spécialiste dans les féminicides, car aujourd'hui nous allons parler de féminicide. Où en est la grande cause du quinquennat ? Nous allons parler des violences mortelles faites aux femmes. Rien qu'en janvier 2025, alors il y a un débat, 9 femmes sont déjà mortes sous les coups d'hommes. On est à 9 parce que nous sommes fin février, mais nous étions à 7 fin janvier. Une femme tuée presque tous les 3 jours. L'année dernière, à la même période, on était en janvier 2024 à 4 femmes tuées. La situation, le moins que l'on puisse dire, est qu'elle n'a pas connu de progrès. Je rappelle par ailleurs qu'une femme sur 4 aux États-Unis, 24,3% pour être précis, et un homme sur 7 seulement, âgé de 18 ans, aux États-Unis ont été victimes de violences physiques de la part de leur conjoint. La situation n'est guère florissante là-bas également. Nous allons nous demander pourquoi, et alors que le féminicide déclaré grande cause nationale par Emmanuel Macron fait encore autant de victimes. Mais avant de s'interroger, de débattre, nous avons choisi d'illustrer ce sujet sur les féminicides par l'histoire d'un crime commis, tenez-vous bien, à la Saint-Valentin. Oui, même à la Saint-Valentin, des femmes peuvent mourir des méfaits de leur conjoint. Remontons dans le temps, nous sommes le 14 février 2014. Kyriona Filâtre, 41 ans, mère de 4 enfants, va tomber sous les balles de son compagnon Patrick dans le café-restaurant dont elle s'occupe, l'Aiglon, avenue de la Grande Armée à Paris. Le 14 février 2014, Patrick Filâtre, 48 ans, se trouve avenue de la Grande Armée dans le Cossu, 16e arrondissement de Paris. Au numéro 55 se situe le café-restaurant l'Aiglon, qu'il tenait encore 2 ans plus tôt avec son épouse, Kyriona. Ensemble, le couple de quadragénaires d'origine vietnamienne a eu 4 enfants. La famille vivait en Seine-et-Marne, mais voilà, en 2012, Kyriona ne veut plus de cette vie. Et pour cause, elle subit des violences conjugales. Patrick est violent. Kyriona a peur de lui, mais elle est déterminée à reprendre son avenir sentimental et financier en main. Épaulée par ses proches, la mère de famille demande le divorce. Au mois de mars, Patrick finit par quitter le domicile conjugal, mais il la prévient. Je vais te mettre une balle dans la tête. Profite bien de tes vacances, car à la fin de l'année, tu seras morte et je serai en prison. De toute façon, la police ne pourra pas te protéger tout le temps. Kyriona se rend immédiatement au commissariat pour déposer plainte. Elle sait Patrick capable du pire. À l'époque, il est parti vivre dans le Calvados. Entendu par les gendarmes, il a nié avoir proféré ces graves menaces et invoque l'imagination débordante de son épouse à cause de leur séparation conflictuelle. La justice lui donne raison, la plainte de Kyriona est classée sans suite. Son chemin vers la tranquillité s'annonce ardu. En 2014, le divorce n'est toujours pas prononcé. Patrick ne veut pas. Il continue à lui mener la vie dure. Mais cette fois-ci, le 12 février, la justice se prononce en faveur de Kyriona. Elle va pouvoir enfin divorcer sans le consentement de son époux. Un élément déclencheur pour Patrick, assurément. Ce 14 février, Patrick s'est fortement alcoolisé et s'est armé de 2 revolvers. Arrivé devant le café-restaurant l'Aiglon, il entre, braque son revolver en direction de Kyriona réfugiée derrière son comptoir et l'abat froidement de 4 balles en plein thorax. 2 ans après ces paroles violentes, Patrick Filâtre est passé à l'acte. Devant le café-restaurant l'Aiglon, Patrick range son arme quand des policiers de la brigade anticriminalité, la BAC du 17e arrondissement en patrouille l'aperçoivent. Manifestement, dans un état second, Patrick annonce. J'ai tué ma femme. J'ai tué ma femme. Immédiatement, la BAC l'interpelle. Sans émettre aucune résistance, il est conduit dans les locaux du 1er district de la police judiciaire. Face aux enquêteurs, Patrick est prostré. Malgré l'évidence, il nie les faits. S'il avait sur lui 2 armes de poing, c'était juste pour les vendre. L'arme du crime, un revolver, est saisie et soumise à l'expertise. Le parquet décide alors de le mettre en examen. Patrick Filâtre est incarcéré.
De nouveau interrogé pendant l'instruction, il ne donnera aucun mobile et dira juste « Si je pouvais revenir en arrière, je suis bourré de regrets et de haine envers moi. » Le 23 janvier 2017, le procès de Patrick Filâtre pour l'assassinat de son ex-épouse s'ouvre devant les assises du tribunal de Paris. Une fleuriste, dont la boutique est située à côté du café-restaurant de Kuruna, va raconter sa journée du 14 février 2014. Nous avons vu des gens courir et il y avait beaucoup d'agitation. Nous avons entendu des bruits, mais sans pouvoir distinguer s'il s'agissait de coups de feu. Je veux garder toujours un bon souvenir de Kuruna. C'était une femme sympathique, toujours disponible et qui bossait dur. Patrick comparait face aux témoins de son crime. Un autre s'avance à la barre, habitué du restaurant de Kuruna. C'était une femme élégante, brune, aux cheveux longs et toujours bien apprêtée. Alors, elle était mère de 4 enfants, dont certains en bas âge. Son restaurant était bien tenu, lui aussi. C'était un endroit agréable pour manger. Il n'y a jamais eu d'incident dans son établissement. Alors, nous savions qu'elle était en instance de séparation et que son divorce s'annonçait difficile. Après les témoins du drame, Patrick Filâtre va devoir faire face au regard de sa belle famille et celui de ses enfants. La fille aînée du couple s'est constituée partie civile. À la barre, elle va raconter le calvaire de sa mère, les menaces de mort proférées par son père et pointe du doigt la responsabilité de la justice. L'assassinat de sa mère est la dramatique chronique d'une mort annoncée. Après 2 jours de procès, le verdict tombe. Patrick Filâtre est lourdement condamné. 10 ans plus tard, la mort de Kuruna n'a pas servi d'exemple à la justice française. En dépit d'un renforcement législatif et d'un attirail de mesures prises aux allures d'effets d'annonce politique sans réelle efficience, la France compte toujours ses mortes. Dans un instant, nous allons revenir sur cette affaire de féminicide à la Saint-Valentin. Et puis, nous allons nous demander si cette grande cause nationale, dotée de si peu de moyens, n'a pas été qu'une opération de communication de l'Élysée. L'affaire dans l'affaire revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi midi sur Sud Radio. Un rendez-vous en partenariat avec la revue Affaires criminelles. 1 heure en compagnie de mon complice Jean-Marie Bordry. Toujours, mon cher Stéphane. Et oui, c'est la voix des matinales du week-end sur Sud Radio. Avec Jade Serrano, également journaliste enquêtrice, qui nous a raconté ce féminicide à la Saint-Valentin. Et puis Victor Lefebvre, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles. Merci d'être là ensemble. Ravi. Nous sommes en compagnie également de Muriel Reus, qu'on a plaisir à retrouver dans la force de l'engagement sur Sud Radio, présidente et fondatrice de l'association de lutte contre les violences conjugales Femmes avec. C'est pour ça que vous êtes avec nous, Muriel. Absolument. Merci. Et j'aime bien le dire, désolé, mais réserviste de la gendarmerie nationale quand même. Ah oui. Colonel. Colonel, donc colonel Reus. Et puis maître Isabelle Steyer, merci d'être là avec nous. Vous êtes avocate, spécialiste dans les féminicides. Et justement, maître, Jade Serrano nous a dit que cet homme, Patrick, avait été lourdement condamné. À combien a-t-il été condamné? Et est-ce si lourd que cela? Parce que je connais la réponse. Et oui, donc il a été condamné à une peine de 18 années de réclusion criminelle pour assassinat, ce qui en fait n'est pas une peine extrêmement élevée. Si à titre personnel, je trouve que c'est pas une peine extrêmement élevée, Oui. parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces hommes-là n'ont généralement pas de casier judiciaire. Enfin, lui n'en avait pas. Donc la libération conditionnelle intervient généralement à peu près à mi-peine. Oui, 9 ans. Et que ça peut être un petit peu plus, mais on tourne autour de 10 années, 11 années effectives, avec des autorisations évidemment de sortie pour pouvoir trouver un emploi, tenter de se réinsérer, trouver un logement. Et ce qui, souvent pour les enfants ou pour la famille, ne fait pas suffisamment sens par rapport à la peine qu'ils ont eue. Il y a la peine de cœur, la peine affective et la peine criminelle. Et on dit peine contre peine, on n'y est pas finalement, parce que les victimes sont condamnées à vie, et notamment, je défendais la fille aînée de ce couple-là, Et on a envie de vous demander des nouvelles de cette jeune femme, parce que, évidemment, entre le chagrin né de l'assassinat de sa mère et le fait que son père se retrouve en prison, ça doit être difficile de se reconstruire dans ces conditions. Alors c'était d'autant plus difficile que c'était, comme vous l'avez dit, la fille aînée, qui avait 3 petits frères et sœurs mineurs, et qu'elle voulait éviter que ses frères et sœurs ne soient placés.
Ah oui. Et qu'elle ne pouvait pas, puisqu'elle était juste majeure, elle était étudiante, elle avait une petite chambre, elle ne pouvait pas, elle seule, évidemment, s'occuper de ses 3 frères et sœurs. Et son grand drame était que ses frères et sœurs étaient inévitablement placés, avec des droits de visite qu'avaient obtenus évidemment les oncles et les tantes. C'est la triple peine. Là. Exactement. Donc elle était extrêmement touchée, affectée de ce que, en tant que sœur aînée, elle ne pouvait pas se substituer à sa maman. Ben oui, elle n'a pas les Puisqu'il moyens y avait- financiers. tout Évidemment, simplement. évidemment. Et d'autant plus qu'elle admirait sa maman, Mm. qui était vraiment Femme qui l'âme de- travaillait. C'est qui- ça, ouais, c'est ça. Qui faisait tourner la marmite. Hein. C'est ça. Puis c'est une femme qui avait un café-restaurant PMU qui était très bien placé, près de l'Arc de Triomphe, qui était très connu du quartier, puisqu'il y avait aussi le PMU, les cigarettes et tout ça. Et c'était une femme qui était aussi très connue parce qu'elle était vietnamienne, d'origine vietnamienne. Et elle avait longtemps dit, elle s'était beaucoup exprimée sur la question, c'est que sa famille avait fui le Vietnam, avait fui la guerre, c'était des boat people, ils étaient venus se reconstruire. Et ses frères et sœurs étaient venus à la barre en disant on a tous des professions, on a tous beaucoup travaillé. Ouais. Et elle est venue, on a fui les boat people, on a fui la guerre pour qu'elle vienne être assassinée à Incroyable. côté finalement des Champs-Élysées, on va dire au milieu de ce qu'elle avait créé, c'est-à-dire son restaurant, en tant que femme libre qui travaillait, qui avait des ressources, qui divorçait. Et elle a payé très cher sa liberté et sa volonté, tout simplement, de travailler, d'avoir une famille et de divorcer d'un homme violent. Ouais. Alors cette affaire que l'on a choisi de vous raconter, elle est exemplaire dans le mauvais sens du terme, puisqu'elle nous montre que même le jour de la Saint-Valentin, Oui. eh bien, des féminicides ont lieu, ce qui est quand même, je dirais, contre-intuitif. Et puis, ce féminicide, il se termine à l'arme à feu. Et ça, je voulais en dire un mot parce que on pense toujours que les féminicides, ce sont finalement des disputes conjugales qui finissent mal. Et là, on voit qu'il y a une véritable préméditation parce que ce jour de la Saint-Valentin, évidemment, le criminel l'a choisi. Mais oui, et souvent dans le féminicide, ne serait-ce que dans le passage à l'acte, il y a un message ou des messages. Là, c'est effectivement le jour de la Saint-Valentin, alors même que monsieur n'acceptait pas la séparation et le divorce. C'était sur son lieu de travail, le lieu où elle gagnait sa vie. C'était le lieu où elle était aimée par ses clients, en tous les cas respectée. Donc c'était au milieu du service aussi, il faut le dire. Donc c'était devant tout le monde. Et il est entré dans ce restaurant avec une arme dans chaque main et il a tué à bout portant. Donc il a maîtrisé, il a dominé non seulement sa femme, mais toute l'assemblée. Donc il y a un message qui est vraiment dans cet acte-là à tous les niveaux de la scène de crime. Mais en plus, il y a une montée en puissance de la violence. C'est-à-dire que ces femmes sont victimes de violences conjugales et on en parle maintenant de contrôle coercitif, c'est-à-dire que elles ne peuvent pas sortir de chez elles et quand elles sortent, il faut savoir à quelle heure elles sortent, avec qui elles sortent, où elles vont, avec qui elles vont, combien de temps elles vont travailler et où elles passent avant d'aller travailler, faire les courses. Enfin, donc il y a tout un espèce de flicage de leur harcèlement. vie. Voilà, de harcèlement. Une forme de harcèlement. Oui. Exactement. Et donc, plus elles sont harcelées, plus elles ont envie de se séparer et de divorcer. Et donc, il va y avoir une montée en puissance là, de la violence. C'est là où elle est allée déposer plainte. Sa plainte a été classée sans suite. Elle avait même enregistré les menaces de mort réitérées. En dépit de tout ça, il était parvenu à convaincre quand même les policiers de ce que c'était, voilà... Son imagination débordante. Oui, un coup de... Voilà, Ouais. exactement. Et elle avait redéposé des mains courantes. Donc, on n'avait pas qu'une plainte. On avait une plainte Et classée sans justement suite, plus là-dessus, des mains courantes. maître, parce que c'est aussi le drame de l'incrédulité, Bien sûr. ce meurtre. Et on voit que les policiers ont fait le choix de croire plutôt le mari qui était le futur assassin Bien sûr. que la femme qui disait il va me tuer. Qui a cru Kuruna autour d'elle, dans sa famille, chez ses proches? Est-ce qu'elle a pu s'ouvrir auprès de personnes de confiance? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris que ça allait mal finir et qui ont essayé de l'aider ou pas? Ou elle était complètement seule? Sa famille l'a cru. Sa famille avait extrêmement peur de lui.
Mais sa famille, qui étaient des gens, on va dire, de droit, normaux, ils disaient, va au commissariat, va déposer plainte, tu vas être protégé. C'est-à-dire le réflexe qu'ont les gens qui ne connaissent pas cette problématique et qui ont confiance dans les services publics, disent, va au commissariat, tu vas être protégé. Et quand on va au commissariat, on n'est pas protégé. Donc du coup, elles y vont plusieurs fois. Au bout de 3-4 fois, elles n'y vont plus. Elles essayent de se débrouiller par elles-mêmes, et on ne se débrouille pas face à quelqu'un qui est aussi déterminé. Et donc, par conséquent, elles sont exposées puisqu'elles continuent la procédure de séparation. Eh oui. Et donc, plus elles continuent dans cette voie-là, plus elles sont exposées. Donc c'est un cercle infernal, dans la mesure où on voit qu'il y a un continuum comme ça de violence et de montée en puissance de la violence qui fait que, n'étant pas crues, elles n'ont pas recours elles sont abandonnées. Elles sont abandonnées. Et on va revenir sur cette question cruciale de qu'est-ce qu'il faut faire quand on est victime de ces violences conjugales. Mais je voudrais me demander à Muriel Reus un bilan, parce que depuis que le féminicide est devenu une grande cause nationale, est-ce qu'on peut dire que les femmes meurent moins? Je ne crois pas. Je le disais dès le début de l'émission, les femmes ne meurent toujours beaucoup plus que les hommes des violences conjugales. Ah non, les femmes ne meurent pas moins, on en est loin. Ouais. On avait l'habitude de dire, vous savez, vous avez entendu cette phrase, on l'a tous entendu, c'est une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. En 2022, on avait 147 féminicides, en 2021, 113, et là vous avez donné des chiffres. Moi, les chiffres que j'ai, c'est 12 depuis le début de l'année. Ah oui. Et depuis, alors, on a évolué sur comment allons-nous comptabiliser les femmes qui sont victimes en France de féminicide. Et depuis cette année, pour la première fois, la MIPROF, qui est la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences, a décidé de compter les femmes qui sont victimes de féminicide direct, c'est-à-dire d'un assassinat, d'un meurtre, d'un empoisonnement, de violences volontaires ayant entraîné la mort, et les féminicides indirects que sont les suicides forcés. Un suicide forcé, c'est tout un tas de comportements qui se mettent en place, qu'on a appelé l'emprise, que l'on appelle maintenant le contrôle coercitif, qui vont conduire au suicide ou à la tentative de suicide une femme. Et là, je vous demande de bien m'écouter et de vous accrocher. Je suis tout oui. Donc en 2023, c'est 1185 femmes qui ont été tuées, qu'on a essayé de tuer ou qu'on a contraintes au suicide. Vous voulez répéter le chiffre? 1185, ça veut dire qu'on est passé d'une femme tous les 3 jours à plus de 3 victimes par jour. Plus de 3 femmes qui, chaque jour, se retrouvent dans une situation où la seule solution qu'elles ont trouvée pour échapper à ce que l'agresseur a construit autour d'elles, c'est un suicide forcé. Donc pour la première fois, on a gagné. Moi, je trouve qu'on a gagné dans cette évaluation, parce que les chiffres, ça permet de poser des situations et de prendre des décisions. On a gagné sur cette évaluation en comptabilisant à la fois les féminicides directs et les féminicides indirects. Ce qu'on a gagné aussi, parce que les enfants dans ces situations-là, c'est absolument terrible. Hein. La plupart du temps, il y a un meurtre, mais parfois il y en a 2, parce que l'agresseur peut aussi se suicider, ça arrive. Et donc on a gagné quand même quelque chose aujourd'hui qui est, il y a très peu de temps, l'agresseur, enfin on va dire le meurtrier, avait le droit de visite et un droit d'hébergement et garder l'autorité parentale. Donc vous imaginez, vous perdez votre mère, mais vous devez toujours répondre à votre père sur l'autorité parentale et il a le droit de venir vous voir, etc., et d'avoir un contrôle sur vous. Donc on a gagné cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce droit-là n'est plus en vigueur. Certes, mais est-ce que le bilan est quand même pas un petit peu maigre pour une grande cause nationale, finalement? Vous êtes quand même en train de nous expliquer, avec force chiffres à l'appui, qu'on ne meurt pas moins des coups de ses conjoints, loin s'en faut, et qu'en plus, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de suicides forcés. Donc, finalement, le féminicide, grande cause, est-ce que c'était pas un coup de com'? Je dis pas que non, on peut pas dire que ça soit un coup de com', parce qu'il y a quand même eu depuis le Grenelle des décisions qui ont été prises. On a décidé de former, par exemple, tous les gendarmes, cette maison que je connais bien, tous les gendarmes sont aujourd'hui formés. Tous les policiers pareil. Les policiers aussi. On a mis en place des ordonnances de protection. D'ailleurs, maintenant, l'ordonnance de protection est immédiate, donc on a fait quand même des progrès là-dessus. On essaie de créer des tribunaux spécialisés. Ils sont pas nombreux. Il y en a un à Versailles,
résultats, et bon, ils sont totalement insuffisants par rapport à l'Espagne. Bon, on peut pas dire cela, mais la violence est très forte, elle est très présente, on en parle de plus en plus. C'est 3,5 millions de femmes qui chaque année subissent des violences. Énorme. Dans un instant, on va se demander s'il est vrai de dire qu'en matière de féminicide, on n'a rien fait. Eh bien non, on vient de le dire. Et comment ça se passe chez nos voisins, justement? On parlera en particulier de la méthode espagnole qui a permis des progrès significatifs pour le coup. C'est tout de suite avec nos invités sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi midi sur Sud Radio. 1 heure en compagnie de mes amis Victor Lefebvre, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles, Jade Serrano, journaliste enquêtrice, et la voix des matinales de Sud Radio. L'une des voix, mais la voix des matinales du week-end d'ailleurs, je devrais préciser, Jean-Marie Bordry. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Muriel Reus, qui est aussi, qui a sa voix sur Sud Radio, à son émission La Force de l'engagement. Et puis vous êtes présidente, fondatrice de l'association de lutte contre les violences conjugales qui s'appelle Femmes avec. Et nous sommes également avec Maître Isabelle Steyer, avocate spécialiste dans les féminicides et qui était dans le dossier dont nous parlions il y a quelques instants. On le disait, il y a assez peu de résultats en termes de lutte contre les féminicides. Victor Lefebvre, rappelez-nous quelques chiffres. Oui, en novembre dernier, le rapport annuel de la mission interministérielle pour la protection des femmes a été publié. Et donc vous le disiez, Muriel, en 2023, les chiffres sont alarmants et particulièrement en hausse. 93 femmes ont été victimes de féminicide, 319 victimes de tentatives de féminicide. Et à cela s'ajoute, il faut l'ajouter, 890 victimes qui ont tenté de se tuer ou se sont tuées à la suite du harcèlement de leur conjoint ou ex-conjoint. Et par ailleurs, plus de 110 000 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par la police et la gendarmerie en 2023. Dans une grande majorité des cas, 85% des cas, la victime était une femme majeure ou mineure, et j'ajoute que la quasi-totalité, 96%, des mises en cause pour violences sexuelles étaient des hommes. D'accord. Alors, à toutes les deux, j'aimerais vous qui êtes toutes les deux des spécialistes de ces féminicides, est-ce que ça veut dire que la société sent sauvage ou que les moyens attribués sont trop faibles? Les moyens attribués seront toujours trop faibles. Parce que, quand je vous dis qu'il y a 3,5 millions de femmes qui, d'après la MIPROF, encore une fois, subissent des violences tous les ans, voilà, c'est un phénomène. Vous disiez tout à l'heure, ce féminicide, il est spectaculaire parce qu'il a été aussi commis le jour de la Saint-Valentin. Mais moi, je vais vous dire, il n'y a pas de jour. C'est tous les jours. À tous les moments, c'est endogène, c'est structurel et c'est dans tous les milieux. Donc, vous voyez, c'est un problème endémique. Il va falloir qu'à un moment donné, effectivement, il y ait une volonté politique très forte pour décider de mettre fin à cette problématique des violences. En Espagne, c'est ce qui s'est passé. Si je vous donne un seul exemple, par exemple, sur les ordonnances de protection. En 2023, les ordonnances de protection, vous savez, c'est ce dispositif qui permet de mettre à l'abri une femme, de mettre en place tout un dispositif pour la protéger. Il y a eu 6378 demandes en 2023. Seules 3927 ont été acceptées partiellement ou totalement. À titre d'exemple, l'Espagne en délivre 17 fois plus. En Espagne, quand vous racontez l'agression dont vous avez été victime, que ce soit un viol, une agression sexuelle, une tentative de féminicide, vous le racontez à une personne qui va vous suivre tout au long de la procédure. C'est pas le cas en France. En France, on est obligé de raconter systématiquement ce qui vous est arrivé plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la revictimisation des victimes. Donc c'est très c'est lourd. C'est très lourd pour les victimes. Intolérable. Et c'est assez intolérable. En Espagne, il y a des tribunaux spécialisés, d'accord, donc qui mélangent le pénal, le civil, etc. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc en France, on a fait une tentative à Versailles qui est en place, mais voilà, ça suffit pas. Il y en a dans 2-3 régions de France. Donc si vous voulez, oui, on a des efforts à faire et les efforts doivent être constants. Et il y a aussi un effort qui doit être absolument, pour moi, qui est majeur. Pour moi, le problème aujourd'hui majeur, il est moins dans l'accompagnement des victimes et dans la prise des plaintes, par exemple, en commissariat, même si c'est pas absolument parfait, ou en gendarmerie, mais il est dans la justice. Vous vous rendez compte que sur 65 000 victimes de viols déclarés, je prends que les viols, par exemple, parce que c'est l'acte suprême avant le féminicide, en 2023, on a eu simplement 1117 auteurs. 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite.
94% des plaintes en cas de viol sont classées sans suite. Donc on a un véritable problème, si vous voulez, de justification de la preuve. On a un véritable problème qui est de demander à la victime de produire suffisamment de preuves, me semble-t-il, pour qu'on accepte de reconnaître qu'elle a été victime et pour condamner les auteurs. J'espère que ça va changer. Il y a des grandes réflexions sur le consentement qui sont en cours en ce moment. Il y a eu à l'Assemblée nationale une PPL, un projet de loi qui vient d'être effectivement accepté. On en a parlé de ça d'ailleurs avec Jean-Marie il y a quelque temps dans l'émission. Notamment sur la définition du viol, sur qui a la beaucoup définition avancé. Viol, qui a avancé, où on est en train de vouloir mettre le consentement dans la loi au vu des situations environnantes, de prendre en compte la sidération, la dissociation, ce qui n'est pas complètement traité par les juges aujourd'hui. Donc, vous voyez, on avance, mais on avance à petits pas. On avance à petits pas parce que, me semble-t-il, même s'il y a des hommes et des femmes de très très bonne volonté, il manque quelque chose qui soit une pulsion très forte de l'autorité politique pour dire ça ne doit plus exister, ça doit cesser. Ouais. Alors, on a l'impression quand même, puisqu'il faut dire qu'il y a eu des choses qui ont... Ce serait faux de dire que rien n'a été fait depuis quelques années, depuis que le féminicide est devenu grande cause nationale. Mais je voudrais avoir vos avis de spécialistes sur ce qui a été décidé et appliqué. Le téléphone grave danger, le TGD, attribué par le procureur et qui permet de protéger les femmes menacées. Est-ce que ça marche, ça? C'est bien, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Bon. Non, il n'y a pas assez de téléphone grave danger, il n'y a pas assez d'ordonnances de protection, enfin pour moi, il n'y a pas assez de places d'hébergement d'urgence. Oui, les foyers d'hébergement qui abritent les femmes qui sont contraintes de quitter leur domicile. Mais ça, Maître Steyer, vous constatez ça dans les tribunaux? Oui, alors moi je vais être un peu provocatrice. Allez-y. Je vais vous dire, oui, effectivement, c'est un effet d'annonce, la protection des femmes et la grande cause nationale. Et je vais vous dire pourquoi c'est un effet d'annonce. Parce que on a de nouveaux outils, comme l'ordonnance de protection, on a le téléphone grave danger qui est supposé être distribué, on a le bracelet anti-rapprochement. Et en dépit de nouveaux outils, on a toujours le même chiffre de féminicide. Alors oui, effectivement, les nouveaux outils ne servent à rien. Voilà, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas distribués. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Il n'y en a pas assez, ils ne sont pas distribués. Ils sont d'abord, ils sont mal utilisés. Mal utilisés. C'est-à-dire que lorsqu'une femme rentre dans un commissariat, elle devrait sortir avec une protection. Elle n'a pas de protection. Si Donc, on peut si vous prendre voulez, l'exemple pour que tout le monde se figure à peu près ce qu'on Oui. est en train de dire. Imaginons par exemple que je sois le conjoint violent, Oui. Que vous soyez ma victime Oui. et qu'une ordonnance de protection arrive. Qu'est-ce que concrètement ça Alors, implique sur ma vie et la vôtre et sur mon Voilà. comportement et le vôtre? Voilà, c'est-à-dire que je suis votre victime, je vais déposer plainte, Ouais. et dans un délai que je ne maîtrise pas, eh bien, vous allez être interpellé et placé en garde à vue. Sauf que je viens de dire que j'allais vous tuer. Voilà, c'est-à-dire que ce soir, eh ben, est-ce que je vais rentrer au domicile conjugal? Est-ce que je vais aller chez mon frère, chez ma sœur ou à l'hôtel? Donc si je vais chez mon frère, chez ma sœur, il va savoir que j'ai peut-être Ouais. déposé plainte et je serai encore plus en danger et il va me chercher. Mais si Voilà. c'est chez mon frère et chez ma sœur, il sait où me trouver et sur mon Et lieu de une travail fois que également. l'ordonnance de Et je suis en protection danger. arrive, qu'est-ce Et qui change? Eh ben voilà, Bah, non, parce que ça qu'est-ce change, que je fais justement. Eh ben non, qu'est-ce que je fais dans l'ordonnance de protection? Je vais chez le juge et de façon contradictoire, ça vient de changer il y a une semaine. Hein. Ouais. Peut-être, je sais pas, c'est un début. Je vais donner ma plainte et je vais envoyer par voie d'huissier ma plainte à mon agresseur. C'est-à-dire qu'il va avoir tous les moyens de se défendre, de savoir ce que je lui reproche, Ouais. où j'habite. Et dire que vous inventez tout. Voilà, et travailler sa défense en temps réel. Et du coup, je vais être encore plus en difficulté. Donc, qu'est-ce que j'aurai pour me protéger devant le juge civil, devant le juge d'affaires familiales? Un petit papier qui s'appelle une ordonnance de protection, dans laquelle on dira à ce cher monsieur, ne venez pas au domicile conjugal, c'est interdit, ne venez pas sur le lieu du travail, c'est interdit, et n'allez pas peut-être à l'école des enfants. Eh bien, je vais vous dire, 9 fois sur 10, tout ça, c'est violé. Bah oui. C'est-à-dire qu'il faut le qu'ils sont contrôler, ça. Le royalement. problématique, c'est Bah comment on Il y a contrôle. absolument pas. Oui, Alors, oui, c'est le des juge civil, injonctions qui n'ont pas beaucoup eh ben, de... Alors qu'en exactement. Espagne, Face à la détermination, ça n'a aucun intérêt. Il faudrait donner à l'appui de ça un bracelet anti-rapprochement. Or... Ils sont pas délivrés. Ah, ils sont pas délivrés. Mais le juge d'affaires familiales a même l'interdiction de donner des bracelets anti-rapprochement parce que c'est une mesure coercitive et qu'il faut l'accord de l'agresseur pour pouvoir lui mettre au pied. Bien Donc sûr. c'est hallucinant. Vous voyez, c'est hallucinant. Alors pourquoi est-ce que c'est Muriel voulait interdit? rajouter quelque C'est- chose. Voilà. Non, moi, ce que je veux dire par rapport à C'est ce ça, que, le problème. à ce que tu viens de dire, c'est qu'en Espagne, par exemple, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous faites une déclaration sous cette forme-là, et si on reconnaît qu'il y a effectivement des faits,
comment dire, vous avez une voiture de police qui va se positionner Bien en bas sûr. de la maison et qui va vérifier que l'agresseur ne revient pas dans le domicile, qu'il a bien quitté le domicile. Donc, pourquoi est-ce que c'est possible ailleurs et pourquoi est-ce que ce n'est pas possible en France? Et moi, ce que je voudrais dire aussi, quand même, ce qui me paraît extrêmement important, après le procès de Mazan, 65% des Français ont reconnu qu'il y avait une responsabilité masculine collective et 94% des Français estiment que les hommes ont un rôle clé à jouer. Je rappelle que 94% des agresseurs sont des hommes. Je ne dis pas que tous les hommes sont des agresseurs, bien sûr, mais je dis qu'il y a quand même des faits. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait une conscience collective sur comment on change ce paradigme, comment on change cela. Comment est-ce qu'on amène les hommes à considérer que les femmes n'ont pas à être maltraitées, violées, tuées? C'est un problème d'éducation, selon vous? C'est que ça, Ah oui, ça- c'est- pression sociale. C'est un des problèmes d'éducation. C'est une absence collective, si vous voulez, de discernement sur ce qui se passe réellement. Il y a une loi qui a été votée sur l'éducation à la vie sexuelle et affective qui date de plus de 10 ans, qui est demandée par 9 Français sur 10. On vient juste là, maintenant, Isabelle Borne vient juste là, il y a quelques jours, de décréter que ça va être appliqué dans les écoles. Bah, il est temps, oui, qu'on apprenne aux jeunes garçons et aux jeunes femmes, d'ailleurs, ce que veut dire le consentement, ce que veut dire le respect du corps, ce que veut dire l'intégrité, ce que veut dire un non. On continue à parler des violences faites aux femmes et des féminicides dans cette émission. Je vous demanderai notamment s'il ne serait pas temps un jour de tenir un fichier avec inscription des personnes qui se sont rendues auteurs de violences. Voilà. Ce serait Ben peut-être oui. une bonne chose. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire sur Sud Radio, votre rendez-vous pour regarder l'actualité judiciaire à la loupe. Et à la loupe aujourd'hui, les féminicides, justement. Nous sommes ensemble pour cette émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Donc nous accueillons Victor Lefebvre, son Rebonjour, rédacteur en Stéphane chef. Bonjour. Jade Serrano, journaliste spécialiste d'investigation. Et Jean-Marie Bordry, la voix des matinales du week-end sur Sud Radio. Bonjour mon cher Stéphane. Avec nous également Muriel Reus qui fait sur Sud Radio la force de l'engagement, qui nous parle donc de l'importance de s'engager dans la société, qui est également présidente et fondatrice de l'association de lutte contre les violences conjugales Femmes avec, et maître Isabelle Steyer, avocate spécialiste dans les féminicides. On l'a vu, la France n'a pas énormément de résultats dans la lutte contre les féminicides. Comment ça se passe chez nos voisins? On a parlé de l'exemple espagnol qui a beaucoup plus de résultats. Je vais vous redemander, s'il vous plaît, Muriel, de nous expliquer pourquoi ça marche mieux chez nos voisins espagnols qu'en France, selon vous. Bah, ça marche mieux chez nos voisins espagnols et dans d'autres pays d'ailleurs, parce qu'il faut une volonté politique, si vous voulez, pour faire bouger les choses. Les associations font leur job, les avocats le font aussi, enfin des magistrats le font également, l'écosystème. Mais si vous n'avez pas quelqu'un qui draine tout ça, qui donne les moyens financiers d'ailleurs aux associations pour travailler, et qui décide des grandes modifications juridiques, par exemple le consentement dans la loi, les tribunaux spécialisés. Enfin, si tout ça ne se met pas en place, ça devient extrêmement compliqué. Vous parliez tout à l'heure du fichier, de ce fichier des auteurs. Oui, je voulais savoir si il ne serait pas temps de tenir un fichier avec inscription des personnes qui se sont rendues auteurs de violences conjugales, comme ça existe un peu pour la délinquance sexuelle. Eh bien, cher Stéphane, Oui, ce dites-moi. fichier existe. Ah, superbe. Alors, il existe, il a eu du mal à se mettre en place, ça a été un énorme travail, et je peux en parler parce qu'à l'époque, c'était Dorothée Cloître, qui était la référente nationale de gendarmerie, qui s'en est beaucoup occupée, et j'accompagnais Dorothée à cette époque. Et donc, ça a été très compliqué. Il existe ce fichier, effectivement, des auteurs de violences conjugales, mais ça ne suffit pas, un fichier des auteurs conjugales. Il faudrait le croiser avec d'autres fichiers, les fichiers des possesseurs d'armes à feu, le fichier des récidivistes. Bon, on est en France. Au nom de la liberté individuelle, et au nom des droits de l'homme, on a beaucoup de mal à faire ça. En Italie, par exemple, quand un policier arrête quelqu'un, il a une petite application, dans un petit téléphone, et ça va lui donner tout un tas d'informations. Ce monsieur ou cette personne a été arrêté à telle date, il a été coupable d'agression, il a été alcoolisé, il a reçu telle et telle infraction. On a tout un tas d'outils aujourd'hui au moment de l'intelligence artificielle. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des outils qui sont capables de nous donner les taux de récidive? On sait On va le vous faire. dire qu'on veut protéger la vie privée, mais sauf que voilà. Oui, au nom de la présomption d'innocence, au nom de la protection de la vie privée, on a aujourd'hui presque 1200 femmes qui meurent tous les ans et 3,5 millions qui sont victimes de violences.
Donc, il faut une volonté politique. Ce qui nous amène à la question que je voulais poser à notre invitée avocate. On a vu que l'assassin de Kirouna a été condamné à 18 ans de prison, qu'il avait donc de bonnes chances de sortir s'il se tenait bien en prison au bout de 9 ans, même en conditionnel. C'est quoi le risque de récidive sur un tel personnage? Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui? Écoutez, on n'a pas de chiffres, mais il y a la réalité. S'il sort dans 9 ans, il a le temps de se remarier autant de fois qu'il veut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ces hommes-là, et j'en ai, qui ont déjà été condamnés pour des faits de féminicide, ressortent, font 10 ans. Quand on est condamné à 30 ans ou 40 ans, et 10 ans en prison, on ressort à 40 ou 50 ans, on peut recommencer sa vie amoureuse. Donc ils vont recommencer avec une autre femme. Il a tué une deuxième femme. Est-ce qu'on est sûr qu'il va recommencer? C'était vraiment la question. Être aussi toxique jusqu'à devenir un assassin. Écoutez, on en a. Et ce qui est sûr, c'est que les mêmes hommes font plusieurs victimes dans le cadre des violences conjugales. Donc généralement, celle qui malheureusement qui a été tuée, si on va voir la précédente encore petite amie, elle va venir vous dire, il a été avec moi, il a été agressif, il a été contrôlant, il a été violent, j'ai déposé des mains courantes, et donc on a l'historique de ces répétitions de toutes ces femmes qu'il a maltraitées, agressées ou violées, contrôlées, que ce soit au niveau, voilà. Et donc c'est une répétition sans cesse. Et ce qui m'amène à cette autre question que je voulais poser à Muriel, précisément, parce qu'on parlait de prévention il y a quelques minutes dans l'émission sur le consentement, mais sur un personnage pareil, et je dis pas que c'est rare, malheureusement ça ne l'est pas, la preuve, on compte les mortes, mais sur un personnage comme ça, il n'y a pas de prévention qui va, il n'y a aucun moment on va venir expliquer à un type qui est déjà venu exécuter en place publique, parce que c'est ce qu'il a fait, son ex-conjointe le jour de la Saint-Valentin pour montrer qu'elle ne pouvait trouver d'autre qu'amour que lui, spécialement ce jour-là, il n'y a pas de prévention qui vaille sur un type pareil. La seule prévention, ça aurait été, dès la première plainte, de mettre en place un système de protection immédiate pour cette victime. Sur les agresseurs, on tente une expérience en France, il y a 30 centres aujourd'hui, où on accueille de façon volontaire, évidemment c'est pas obligatoire, comme toujours en France, et ça devrait être obligatoire. Ce sont des centres où les auteurs de violences sont confrontés à la violence qu'ils ont commise. Ça a des effets importants, ça se réduit de presque 35% les taux de récidive, mais si vous mettez un auteur de féminicide en prison, si vous ne l'accompagnez pas, si vous ne le confrontez pas à son acte, si vous ne lui expliquez pas, enfin si vous ne le prenez pas en charge, il va ressortir dans un état pire qu'au moment où il est rentré. Donc cette question d'éducation, de prévention, de sensibilisation, de prise en charge est fondamentale aussi sur les auteurs. Alors j'aimerais qu'on fasse un peu de géographie criminelle, si j'ose dire. Est-ce que la France est plutôt un bonnet d'âne en Europe, plutôt bien placée dans la lutte contre les féminicides? On a vu que l'Espagne est un modèle, enfin un modèle, il n'y a jamais de modèle puisqu'il n'y a pas de féminicide zéro malheureusement, mais enfin en tout cas s'en sort mieux que les pays du Nord, ça c'est très surprenant, mais les pays, à l'exception du Danemark, la Norvège, la Suède sont plutôt eux mal placés sur les féminicides. Oui, tout à fait. Aussi. Oui, c'est très mal passé, effectivement. Mais parce qu'il y a eu une volonté politique et une mobilisation des femmes en Espagne qui sont descendues dans la rue et ont voulu une loi cadre, une loi globale concernant les violences faites aux femmes. Donc, on va effectivement de la plainte jusqu'au jugement, en passant inévitablement par la protection. Et donc, on a tout un système de protection, notamment un outil qui s'appelle le Viogène, violence de genre, qui est un outil extrêmement intéressant, c'est-à-dire que on va sur ce site et dans un ordinateur, on a 5 grades de danger. Et la femme met la situation qu'elle vit et elle peut voir si elle est dans le stade 1, 2, 3, 4 ou 5. Et à partir du stade 3, eh bien, les femmes sont protégées. Et notamment, comme l'a dit à juste titre Muriel, on peut même avoir une voiture de police avec toujours le même policier qui connaît bien le cas et la problématique de celle-là, qui vient protéger cette femme. Donc effectivement, on a une protection qui va être constante, qui va être sur mesure et qui va être scientificisée finalement en fonction du degré de danger. J'ai par exemple des Françaises qui sont victimes de violences conjugales quand elles vont en vacances en Espagne. Je vois la différence de traitement. C'est-à-dire qu'elles vont déposer plainte, alors on est en vacances, en Espagne, il y a l'alcool, voilà, elles sont re-victimes de violences conjugales. Mais là, cet homme-là, il est tout de suite interpellé, il y a tout de suite une interdiction, il y a tout de suite d'ailleurs un jugement, il passe très souvent en comparution immédiate. Et le jugement, c'est d'ailleurs pas de la détention, c'est une interdiction de rencontre pendant
par exemple, 18 mois minimum. Mais c'est désespérant ce que vous dites, parce Voilà. que ça veut dire que la meilleure ordonnance de Donc- protection aujourd'hui, c'est d'envoyer une victime française en Espagne. Quoi. Écoutez, en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un pays où ça marche pas trop mal. On a un modèle. Bah oui, il faut le On suivre. pourrait, Ouais, mais C'est ça qui est on pourrait fascinant l'importer. d'ailleurs dans les On pourrait modèles l'importer. européens, c'est que on ne met jamais sur la table les bons exemples Tout à pour fait. inspirer les mauvais Tout à élèves fait. européens. Tout à fait. C'est Et- fou ça, hein, comme on s'inspire pas Et ce que je trouve les uns des extrêmement autres. mais oui, et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que le juge, c'est finalement le juge qui va interroger la victime et qui va lui poser toute une série de questions et qui va donc graduer ce danger-là. Et à la fin, va lui demander, mais comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez de vivre sans protection? Quel type de protection? Et ils vont élaborer ensemble la protection dont elle a besoin. Vous voyez, et il y a finalement cet outil qui est construit avec la victime. Là, qu'est-ce qui se passe? Le juge qui interdit à monsieur de rencontrer madame, il connaît pas la victime, il la voit pas, elle n'est pas convoquée, il ne connaît pas. Incroyable. Donc, on construit la protection de la victime en fonction de ce que dit l'auteur, ce qui est hallucinant, on marche Ouais. sur la tête. Ouais, vous avez raison. Vous avez raison. Muriel Réus, vous disiez quelque chose de passionnant tout à l'heure. Vous disiez que les féminicides, les violences faites aux femmes, ça touche tous les milieux, tous les milieux sociaux, quelles que soient les origines aussi. C'est un mal transverse dans la société. C'est endogène, c'est structurel, c'est dans tous les milieux. Moi, dans les femmes que j'accompagne, j'ai aussi bien des cadres supérieurs, des pilotes d'avion, des avocats. Parce qu'on aurait tendance à se dire, il y a, comment dirais-je, le machisme culturel, c'est plutôt pour les gens du Sud, et pas du tout en fait. Non, je crois pas. Je crois que, d'abord, je pense que les victimes on n'est pas tout à fait égales. Hein, c'est un peu comme, vous voyez, moi j'assimile ça parfois au stress. Devant le stress, on a des capacités différentes à réagir. Quand on est victime d'une agression, quelle qu'elle soit, eh bien, en fonction de ce que vous avez vécu, de votre passé, de votre enfance, de ce que vous avez déjà traversé dans la vie ou pas, de la façon dont vous êtes reconstruit, de votre résilience, eh bien, vous abordez ces difficultés de différentes manières. Et pour certaines femmes, et d'abord, il n'y a pas de victime parfaite, hein, on est bien d'accord, hein, je tiens à le dire, mais il y a des situations, parfois, on arrive à s'en sortir différemment. Et puis, je vais vous dire, les agresseurs ont des stratégies extrêmement bien pensées. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur, le cycle de la violence. Et c'est très difficile de s'extraire de ces stratégies qui sont mises en place, de ce contrôle coercitif qui consiste à vérifier où vous êtes, le temps que vous avez mis pour aller de votre travail à votre domicile, qui contrôle votre carte bancaire, qui contrôle vos SMS, qui contrôle vos mails, enfin qui contrôle l'intégralité de votre vie. Sortir de cela, c'est très difficile. Merci Muriel Réus. Je rappelle qu'on vous retrouve le dimanche matin aux côtés de Jean-Marie Bordry. Avec Jean-Marie. Eh oui. Demain. Voilà. Et Demain. vous interveniez aussi en tant que présidente fondatrice de l'association de lutte contre les violences conjugales Femmes avec. Merci également Maître Isabelle Steyer d'être venue nous voir et d'avoir été avec nous à l'antenne. Merci à Jade Serrano. Merci Victor Lefebvre. Merci Jean-Marie. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et puis la semaine prochaine, je vous annonce qu'on va revenir sur le massacre de Chevaline qui rebondit en ce moment. On se retrouve samedi prochain entre 12h et 13h. Et tout de suite, c'est Alain Marty. Oui, l'excellence des vignobles français, l'un en Saint-Estèphe et l'autre dans le Var. Eh bien, on en parle tout de suite sur Sud Radio.